Moi, j'aurais retenu quand même beaucoup de demandes, que ce soit de l'un ou de l'autre, de mieux connaître. Hein. Quand tout à l'heure Emmanuel disait il faut mieux connaître l'espèce du loup, Pierre-Henri disant il faut mieux objectiver l'impact du retour du loup dans le massif du Jura, effectivement, il y a un besoin de mieux connaître la réalité. Hein. Donc voilà. Donc, quelques mots de réponse. Marie-Guy, tu voulais dire quelque chose avant qu'on conclue? Oui, juste pour répondre. D'une part, l'Agence régionale pour la biodiversité, c'est un établissement public que nous avons voulu créer dans cette région il y a X années. Donc, elle existait. Et il y a 2 ans, quand est apparue la première prédation de bovins dans le Jura, nous sommes 2, mon collègue conseiller régional, Claude Mercier, et moi, à être montés là-haut, hein, pour discuter notamment avec Pierre-Henri. On a emmené le préfet et l'idée c'était de voir comment parce que c'était un tsunami quand même, que le loup s'attaque aux bovins. Moi, présidente de région, j'étais habituée aux attaques du loup sur les ovins en Saône-et-Loire. Bovins, là, c'était un tsunami. Et on y est allé plutôt pour discuter et voir comment on pouvait accompagner psychologiquement, comment on pouvait trouver de la médiation entre les tenants des unes et des autres, des 2 causes, quoi. Hein. Et petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi cette agence régionale de la biodiversité qui existe et qui rassemble les défenseurs de l'environnement, les chasseurs, les agriculteurs, qui rassemble toutes les parties constitutives de ce sujet dont on débat depuis 2 heures, pourquoi est-ce qu'on ne la mettrait pas en exergue pour au moins trouver peut-être des expérimentations? Et pour cela, il fallait trouver un minimum de financement. On s'est mis d'accord, l'État et la région, pour trouver des financements qui ont permis que quelqu'un comme M. Muller, qui s'est exprimé tout à l'heure, puisse effectivement venir nous apporter son concours. Et alors, il venait du milieu agricole, donc c'était vraiment très très bien pour nous de voir que cette personne de l'ARB s'immergeait autant dans le sujet. Voilà pourquoi l'Agence régionale pour la biodiversité est arrivée au milieu de tout ça. Donc on en est à rechercher des expérimentations. Moi, la région n'a aucune compétence. Aucune compétence en matière de loup. Hein. Moi, en tant que citoyenne, je suis comme vous tous à mesurer la complexité du sujet et à penser néanmoins, en tant que responsable public et politique, que le plan loup, parce qu'il existe un plan loup dans ce pays, il y a un préfet qui au niveau national s'occupe de la question du plan loup, eh bien je pense que le plan loup national n'est pas du tout adapté à notre région. Il est adapté aux grandes régions d'élevage, effectivement, extensifs, dans le sud des Pyrénées, dans le sud des Alpes, puis qu'on n'a encore pas trouvé le moyen de l'adapter à notre territoire. Voilà, on cherche. Dominique, un petit mot, puis après, on court si c'est possible. Oui, on fait court. Marcel a raison quand il évoque des perceptions erronées de l'intérêt de la biodiversité. Isabelle Autissier, qui est la présidente du WWF, me disait, quand on fait une campagne d'appel aux dons, si on fait une campagne d'appel aux dons sur l'effondrement des populations d'insectes ou sur les poissons, le retour c'est 0. Sur les bêtes à plumes, c'est mieux, mais il faut que ce soit sur les bêtes à poils si on veut que ça rapporte. Voilà. Donc c'est vrai. On a une perception assez erronée. Mais il me semble que dans ce dossier extraordinairement complexe, ce soir, personne ne s'est laissé aller à une vision héroïsée, simplifiée, caricaturale d'une situation complexe. Et au contraire, je crois qu'on a bien montré comment c'était compliqué de régler des problèmes qu'au fond, on ne pourra pas régler avec une solution magique. Ni le tir des loups, qu'on n'éradiquera pas comme ça, ni des solutions magiques de protection. Et donc, concilier la présence des grands prédateurs et les activités humaines, dont l'agriculture et l'élevage sur ce territoire, c'est un sacré défi. Et moi, je le vois, puisque la question m'a été posée directement tout à l'heure,
Je le vois comme une question politique au sens noble du terme. C'est une question de débat démocratique pour voir comment on concilie les usages, les activités, l'occupation de l'espace, comment on arbitre entre des intérêts parfois convergents, parfois divergents à certains moments. Et il me semble que si on a un progrès à faire, ce n'est pas uniquement dans l'évaluation des techniques qui vont permettre de nous protéger du loup, c'est dans la qualité du débat démocratique qu'on doit retrouver. Moi, quand j'ai été élue, j'ai demandé tout de suite à rencontrer les différentes organisations agricoles et à discuter. J'ai rencontré les chasseurs, j'ai rencontré les associations, etc. Et les élus qui font leur boulot, ils font ça tous. Mais à un moment donné, quand ça tangue, quand c'est difficile, ben, on résiste à la tentation de dire on prend son fusil pour grimper sur son tracteur en violation de la loi. Ce qu'on fait, c'est qu'on se cause. Puis on essaie de comprendre l'autre et pourquoi il est dans la merde et pourquoi il est en colère et pourquoi il s'inquiète. Voilà. Donc je pense que, moi je leur dis, lors de l'Assemblée Générale de la Chambre d'Agriculture, Pierre-Henri, je vous ai entendu, j'ai trouvé extraordinairement, pas touchant, c'est pas sentimental ce que je dis là, mais profond, dense, ce que vous avez dit, et je me suis dit qu'il faut vraiment qu'on y arrive, quoi. Et je salue les efforts de la région en ce sens, en tout cas. Et il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras aux premières difficultés. Merci Dominique. Alors, des éléments de conclusion du débat de la part de chacun des intervenants, puis après chacun se fera sa conclusion. Hein, donc après avoir entendu les éléments de ce soir. Peut-être déjà Emmanuel. Ben c'est compliqué de conclure. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que c'est un sujet, le dossier du loup est très complexe. Il fait part à l'irrationnel, clairement. Il y a des peurs derrière, ça s'entend, ça se sent, et ça transparaît dans le documentaire. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont des positionnements anti-loup parce que déjà ils en ont peur et qu'ils le connaissent mal. Alors on a été effectivement, pendant des décennies, des siècles, on nous a fait peur avec le loup, même si ça évolue un petit peu maintenant dans la perception de l'animal. Voilà, c'est également un dossier qui fait appel à la pluridisciplinarité. Il y a de l'agriculture, il y a de la zootechnie, il y a de l'écologie, il y a de la sociologie là-dedans, il y a plein de choses. Donc c'est un dossier qui est complexe, on n'a pas l'habitude de travailler en pluridisciplinarité, on travaille souvent en cylindre. Donc là on est sur vraiment un dossier qui est particulier. Je pense que le loup repose aussi notre question, la question de l'homme au centre de la nature. On s'est positionné et on est toujours positionné comme le gestionnaire de la nature. L'homme domine. Les termes sont ressortis tout à l'heure. Moi, dans des conférences, on m'a dit, mais alors aujourd'hui, c'est plus l'homme qui domine, c'est le loup qui va dominer. Voilà, donc ça repose la question, notre question de la nature sauvage, notre perception de la nature sauvage, et les personnes parlent d'ensauvagement, ça fait peur aussi. L'augmentation, par exemple, des zones de protection forte, je sais que ça interpelle beaucoup au niveau de l'élevage ou même en milieu rural, parce que quelque part, les gens ont l'impression qu'ils n'auront plus la main sur la nature, mais finalement, on n'a jamais eu la main sur la nature. Voilà, et on voit bien aujourd'hui, avec le changement climatique, que c'est la nature qui aura le dernier mot. Donc, ça nous demande aussi de revoir notre positionnement vis-à-vis des milieux naturels et de la faune. Et le loup, en ça, nous interpelle beaucoup, il nous interroge beaucoup. D'ailleurs, il est assez proche de nous, finalement. C'est peut-être ce qui, d'ailleurs, depuis longtemps, a posé des problèmes aussi au niveau des religions. C'est une espèce qui, finalement, vit en clan, en famille. Il y a des relations sociales entre l'espèce. Donc, une espèce qui, finalement, nous ressemble un petit peu. C'est un prédateur. Nous-mêmes, nous sommes des prédateurs. Hein, ne l'oublions pas. Sauf qu'on a délégué à certains le fait de tuer pour nous. Mais ne l'oublions pas. On mange de la viande, mais il y a des gens qui tuent pour nous. Je ne suis pas sûr que dans la salle, si on devait tuer les animaux pour manger, si on le ferait. Voilà, donc ça repose aussi notre question.
de notre rapport à l'animal. Mais nous sommes des prédateurs, sauf que nous ne tuons pas, parce que nous l'avons délégué à d'autres. Voilà. Donc, voilà, le loup, c'est tout ça, je pense. Pour autant, moi, je reste optimiste. Je me dis qu'aujourd'hui, pour une fois, on a une espèce qui revient naturellement, sans qu'on fasse des plans de réintroduction et qui coûtent des milliers d'euros. Certes, il y a les autres espèces avec lesquelles on s'intéresse beaucoup moins, et qui sont peut-être encore bien plus importantes en termes de fonctionnement des écosystèmes. Pour autant, le loup, il est là. Je pense qu'aussi, on peut le considérer comme une espèce un petit peu parapluie. C'est-à-dire que s'il est là, c'est parce qu'il y a aussi des écosystèmes derrière qui sont fonctionnels et qui fonctionnent bien. Voilà. Moi, je reste en tout cas optimiste. Il va falloir continuer à travailler. Je suis en tout cas avec le monde de l'élevage, les éleveurs qui sont effectivement en première ligne là-dessus. Et moi, voilà, il n'y a pas de souci. Je considère bien que le loup est un souci. Mais je pense que aujourd'hui, si on éradique à nouveau le loup, c'est retomber 3 siècles en arrière. Et moi, je trouverais ça totalement... ce serait quand même une sacrée défaite pour l'homme en général. Et voilà, donc je reste optimiste. J'espère que les générations futures pourront jouir de territoires où il y a encore du pastoralisme et où on pourra observer des loups, des lynx et pourquoi pas des ours. Parce que moi j'aimerais bien... Je suis comme Robert Hénard. Quand je me balade dans une forêt et qu'il n'y a pas d'ours, ça me gêne un petit peu. Et c'est autre chose. Aller en Espagne, en Italie, vous vous baladez dans les forêts ou en Roumanie. Et quand vous savez qu'il y a du lynx, du loup et de l'ours, je peux vous assurer que vous avez une autre vision de la forêt et qu'on se déplace différemment. Voilà. Mais je reste optimiste et voilà, j'espère qu'on arrivera à travailler et il faut maintenir ce dialogue avec toutes les parties. Merci Emmanuel. Pierre-Henri, à vous. Le bonheur de conclure. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par ma conclusion, par répondre à une question en fait sur la corrélation entre la présence du loup et puis une filière quelle qu'elle soit. Déjà pour dire que la filière comptait donc du coup cette année a limité sa production de 9%. Donc c'est aussi, ça permet de... Et je pense qu'il n'y a vraiment aucune corrélation entre une filière, quelle qu'elle soit, et l'implantation d'un grand prédateur. Et donc, il faut éviter de mélanger les genres, parce qu'on l'a vu aussi par moment dans des campagnes où finalement on mélangeait à la fois le produit avec le prédateur. Ça n'a, enfin, pour ma part, aucune corrélation. Deuxième élément sur le débat public. Alors je pense que c'est effectivement hyper important de se parler, mais que de se parler, ça ne suffit pas. Derrière, il faut pouvoir agir et puis il faut être en cohérence entre finalement ce qu'on a discuté, ce qu'on a décidé et puis ce qu'on met en place. Parce que pour parler, à un moment donné, quelque part, on y perd aussi ces parties prenantes. Vous savez, les agriculteurs, globalement, c'est pas leur tasse de thé de prendre un micro et de causer. C'est pas... Et puis, globalement, à ce petit jeu-là, ils n'ont pas un rapport de force qui leur est favorable. C'est d'une évidence. On a globalement perdu d'avance sur ce champ-là. Mais, je le dis, parler, c'est bien, mais derrière, il faut parler, décider et agir. Parce que sinon, on finit par se noyer et par perdre tous ces gens. Et puis moi, globalement, un élément de réflexion qui reste majeur dans les décennies qui viennent, c'est comment est-ce qu'on laisse le loup comme un animal sauvage. Moi, en tout cas, l'intervention de Marcel, moi, j'adhère à 100%, entre guillemets. Alors, je connais pas le loup. J'y suis confronté depuis 2 ans et demi, enfin 3 ans. Mais globalement, c'est un animal qui n'a absolument, vraiment peur de rien et qui ne va pas changer ses habitudes, même s'il y a un chemin est refait, même si... cette habitude, cette accoutumance qu'il a,
Et l'interrogation, la question que je me pose finalement, aussi au travers de... Finalement, c'est aussi comment est-ce que l'homme doit le laisser comme un animal sauvage. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il craigne l'homme. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il craigne l'homme dans le temps? Et ça, c'est aussi une vraie question sociétale. Et dont le législateur doit aussi penser. Non, mais... Et puis peut-être pour finir, 2 points. On dit que finalement ça n'a pas coûté de réintroduire du loup. Ça coûte quand même une sacrée paille à la France et puis aux agriculteurs. Alors, je dis à la France et puis aux agriculteurs, puisque finalement il y a une partie, notamment tous les moyens de protection sont financés sur le fonds FEADER. Alors que l'indemnisation, elle, est financée par le ministère de l'Environnement. Ça reste l'impôt des citoyens, mais enfin, ce qui sert pas, ce que tu oublies, c'est que ce qui va être dans les moyens de protection va pas aller financer des dotations de jeunes agriculteurs ou des financements de bâtiments d'élevage. Je prends juste l'exemple de certains départements, notamment les Alpes de Haute-Provence, où c'est une des plus grosses dépenses du FEADER. Non, mais ça n'empêche pas d'installer. Simplement. Non, mais je vais jusqu'au bout parce que c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que globalement, dans une maquette FEADER, il n'y a qu'à demander à la présidente de région. Non, mais on fonctionne pas à géométrie variable. On ne fonctionne pas à géométrie variable, c'est qu'on a un budget et puis on fait avec. Oui, non mais ça veut dire que globalement, si une grosse proportion va à la protection des troupeaux, ça se fera au détriment des autres politiques agricoles. On lance pas le débat. Si. Ah non mais. Oui, mais on est sur des budgets qui sont constants. Ça veut dire que plus la partie protection augmente, elle va se faire au détriment des autres parties. Non, mais c'est... Et puis, sur la fin, moi, le seul souhait, c'est de retrouver des conditions... Non, c'est pas une chance d'avoir un micro. Non, parce que je suis pas député, je suis pas politique, donc j'ai pas du tout à... Non, mais moi ce qui m'importe dans les années à venir, c'est d'avoir des conditions d'exercice du métier d'éleveur qui soient favorables. On ne peut pas demander à une partie de la population de travailler globalement, quand même, de s'envoyer du boulot, et puis de supporter encore des choses en plus et en plus. Et donc, cette condition d'exercice d'un métier dans la sérénité, pour moi, elle est extrêmement importante. Et la question était posée, pourquoi finalement j'arrive encore aussi à venir ici, finalement, sur quelque chose qui est un milieu un peu hostile. Besançon. Ah mais non, mais Besançon, un paysan qui débarque à Besançon, finalement, qu'est-ce qu'il fout là, quoi, hein? Mais non, mais globalement, Non, mais globalement, si je suis là, c'est aussi pour essayer de donner et de trouver des solutions, de donner de l'espoir pour l'avenir, pour les éleveurs d'avenir. Mais voilà, je sais qu'elle passera de manière duale, comme je l'ai dit. Prévention et prélèvement. Merci Hervé. Qui n'est pas dans un milieu hostile.